Merci Mehdi, merci aux 30 startups Emerging Mediterranean. Merci pour les pitchs, merci pour votre présence. Effectivement, il y a des petits loupés techniques, mais il va y avoir 72 heures pour effectivement vous présenter, faire du team building et ensuite il va y avoir une séquence importante de présentation devant le jury. Donc nous avons 72 heures pour faire connaissance. Et encore une fois, merci Julie et Mehdi pour ce temps de pitch très efficace de nos 30 startups qui a permis un peu de briser la glace. Et la seconde séquence, c'est ce temps où on va débattre, on va parler sur le fond maintenant des enjeux de la Tech for Good en Méditerranée. On va essayer de tracer des perspectives, on va essayer de prendre un peu de hauteur, on va essayer aussi de voir aujourd'hui quelles sont les attentes à la fois du terrain, témoignage d'une startup, mais aussi comment les investisseurs, nous avons la chance d'avoir un investisseur dans le panel, nous avons la chance d'avoir un grand bailleur, une structure d'accompagnement, un acteur de la data et une startup qui va témoigner de son expérience et surtout d'un parcours qui a été celui du Social Inclusive Business Camp, sur lequel également l'AFD pourra témoigner. Et ce panel qui vise à vraiment montrer aussi l'objectif d'Emerging Mediterranean, quelque part de passer du sommet des deux rives à Emerging Mediterranean, c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on accélère l'émergence d'une nouvelle génération de leaders de la Tech for Good en Méditerranée. Alors, bien sûr, on va prendre le temps, on a à peu près une heure un quart, on va essayer d'aller sur le fond. Je ne reviens pas sur les chiffres de notre appel à candidature qui montrent qu'il y a une vraie attente sur le terrain, il y a une vraie volonté des écosystèmes qui n'attendent que de l'accompagnement, du financement, les politiques publiques qui vont bien pour vraiment changer la donne. Mais avant ça, je pense que ce débat doit aussi permettre de parler bien entendu du niveau macro, mais surtout de parler du terrain, de partager les attentes du terrain et tout ce qui va être présenté durant ce panel, nous allons bien entendu le restituer dans le livre blanc que nous allons bien entendu publier à l'issue de ce bootcamp des deux rives et compléter le 14 décembre à Marseille lors de la conférence digitale. Le livre blanc de la Tech for Good en Méditerranée que nous allons publier d'ici quelques semaines. Ce panel d'ouverture quelque part va aussi permettre de poser les premières bases pour ce plaidoyer in the making que nous allons bien entendu publier au grand public gratuitement en total accès dans quelques semaines. Et pour parler de ces questions, pour aborder ces sujets, nous avons la chance d'avoir 5 intervenants de très grand talent. Je commence d'abord par, honneur aux dames, je vais commencer par Isadora Bigourdan, qui est chargée d'affaires senior de l'Agence française de développement. Est-ce que tu es là, Isadora ? Il manque que le micro et la caméra. Super. Non, je crois que j'ai tout là. Bonjour tout le monde, ravi de vous voir, ravi d'être avec vous. Je suis très contente de voir toutes ces têtes connues. Bonjour. Nous aussi, on est très heureux de t'avoir avec nous pour parler de ces sujets de fond, d'innovation positive et de Tech for Good. Nous avons aussi la chance d'avoir Marianne Vidal-Marin, qui, là, c'est plutôt la casquette d'investisseur, qui travaille pour Investisseurs et Partenaires, qui est vraiment un des fonds d'investissement pionniers sur le continent africain et qui est vraiment tourné vers la question de l'impact. Et Marianne est responsable de l'accompagnement des écosystèmes. Bonjour Marianne. Bonjour Samir, bonjour à tous. Comme Isadora, ravie de vous retrouver. Nous avons Hidayet El Ayadi, qui nous vient de Tunisie, qui est la fondatrice de Sgartoun, qui est une start-up à mi-chemin entre l'éducation, les industries créatives et culturelles, qui a un parcours qu'on connaît bien, parce que c'est une alumni du Social Inclusive Business Camp dont je vous avais parlé ce matin. Et Hidayet, qui aujourd'hui, à la tête de sa start-up, est en train de franchir plusieurs étapes et se rapproche petit à petit de la levée de fonds. Bonjour Hidayet. Bonjour Samir et merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui parmi vous. Je suis vraiment très ravie de voir Isadora et ça remue beaucoup de mémoires très agréables. Tu es où là? Je suis en voiture vu qu'il y a un couvre-feu en Tunisie, donc je dois courir rentrer à la maison. D'accord, ok. Bon, écoute, on va te faire parler en premier alors.
D'accord, ok. Merci d'être avec nous. Voilà, ça c'est un très bel exemple de résilience. Merci Hidayet. Nous avons la chance d'avoir Rachid Abidi, qui est le directeur du LABES, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Rachid. Bonsoir Samir, bonsoir à tous. Et comme les autres panélistes, je suis ravi d'être avec vous et d'ouvrir ce bootcamp. Super, merci beaucoup Rachid d'être avec nous. Et enfin, nous avons Moursine Largdissi, qui est le CTO et partenaire d'Agric Data Consulting et qui travaille justement sur ces sujets de Tech for Good depuis le Maroc. Bonjour Moursine. Bonjour Samir, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, ravi d'être sur ce panel intéressant, sur cette thématique vraiment très, très, très intéressante. Super, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir. Donc je vais co-modérer ce panel avec Julie Lancrier, que vous connaissez maintenant, qui aujourd'hui est directrice opération à Emerging Mediterranean, Emerging Valley et Startup Bricks, et qui va peut-être prendre la parole pour, en deux minutes, présenter un petit peu les enjeux de cette table ronde. Bonjour à tous, merci beaucoup Samir pour cette introduction. Bonjour encore à nouveau à tous les panélistes, merci d'être ici avec nous et merci à tous ceux qui nous suivent. Donc, on est tous ici pour parler finalement de l'émergence de la Tech for Good et de ces entrepreneurs en Méditerranée. Vous êtes peut-être beaucoup à vous demander finalement sur ce débat, qu'est-ce que la Tech for Good? C'est peut-être un petit peu bien de revenir sur le terme qu'on entend souvent, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Je pense que la réponse, elle vient assez naturellement, elle vient d'elle-même. La Tech for Good, c'est les 30 startups qui viennent de vous être présentées. Il y en a qui recyclent les déchets, il y en a qui digitalisent les données numériques des patients sur des carnets de santé digitales, il y en a qui aident les décrocheurs scolaires à apprendre le code dans les quartiers défavorisés. C'est tout ça qui fait la Tech for Good, c'est des solutions qui sont proprement sociales et qui contribuent, on l'a vu, on l'a beaucoup documenté avec Samir pendant la crise, pendant le Covid, qui ont beaucoup contribué à la résilience de leur société. C'est tout ça qu'on cherche à encourager en Méditerranée. Et pourtant, malgré le dynamisme de ces sociétés, malgré le côté extraordinaire de ces startups qui sont motivées, qui sont tous les jours sur le terrain, même face à la crise, on peut constater qu'au Maroc, il semble y avoir finalement un léger retard par rapport aux autres régions africaines en termes de levée de fonds, notamment. On voit que le Maroc a levé en 2019 19 millions de dollars et ses startups, comparé aux 2 milliards qui ont été levés sur tout le continent africain, ça reste relativement modeste. Donc, la question, c'est vraiment comment faire tous ensemble, que ce soit les décideurs publics, les corporates, les startups, bien sûr, et tout ce qui est Tech Hub, toutes les structures d'accompagnement, comment faire tous ensemble pour réussir à démultiplier finalement ce dynamisme et à faire que ces startups deviennent vraiment les scale-up de demain et les sociétés à même de créer de l'emploi, de dynamiser la région tout en conservant leur impact et de créer cette nouvelle génération de startups de la Tech for Good en Méditerranée. Voilà, donc ça va être le début de notre panel. Et donc, je laisse Samir inaugurer la session de questions. Tout à fait. Je voulais commencer par une question basique qui est comment, selon vous, on doit définir et mesurer justement l'impact de la Tech for Good. Mais comme je sais que Hidayet est dans une situation très particulière, je vais prendre cette chance, tant qu'on l'a connecté avec nous, pour lui poser la première question. Hidayet, est-ce que tu l'entends? Oui, je suis là. Voilà. On a été, nous, marqués par un chiffre, une data, c'est que sur les 227 candidatures qu'on a reçues, plus d'un tiers, 32%, 33% même, étaient émanés de candidatures d'entrepreneuses, de candidatures féminines. Et ça, c'est vraiment une métrique qu'il faut noter, c'est un signal qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Et je voulais d'abord te poser la question à toi, c'est est-ce que tu vois l'émergence d'une Tech for Good avec comme moteur l'entrepreneuriat féminin, je dirais même d'une vague féminine de l'entrepreneuriat en Méditerranée, justement sur ces initiatives, sur cet entrepreneuriat de la Tech for Good, et les femmes méditerranéennes comme moteur, comme fer de lance de cette nouvelle vague entrepreneuriale? Honnêtement, je pense que l'émergence du Tech for Good dans la Méditerranée
est très important, que ce soit par les femmes ou par les hommes. Mais ce qui me rend très heureuse en ces derniers temps, donc moi je suis entrepreneuse depuis 2018 et avant 2018, j'étais très active dans la vie sociale et j'ai vu beaucoup d'exemples. Et donc je suis très convaincue que la plupart des très bons projets, et je dis bien la plupart, ont été fondés par des femmes. Tout simplement parce que l'entrepreneuriat, c'est comme avoir un petit bébé et qu'on veut voir grandir et dont on est très protecteur. Et donc, nous, les femmes, on a ce côté instinct, ce côté de force qui nous permet d'être comme des mamans poules, disons, mais pour nos projets. Et donc, ça nous permet de pousser notre projet au maximum. Et je vraiment adore le fait qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont en train d'émerger de la Méditerranée. Merci beaucoup Hidayet. Et je me tourne tout de suite vers une institution, l'Agence française de développement. Isadora, aujourd'hui, en 2 mots, comment est-ce que tu définis, comment est-ce que pour un grand bailleur qui aujourd'hui veut absolument aider aux transformations de cette région à travers l'entrepreneuriat, quelle est pour l'AFD la définition de l'impact? Comment est-ce que vous mesurez l'impact? Et pour vous, quel business model doit avoir une start-up sociale aujourd'hui? Est-ce que la rentabilité et l'impact sont toujours compatibles quelque part? Alors, cette question de l'impact, elle se pose de manière particulière en fait sur le continent africain parce que, comme tu le sais, c'est l'objet de beaucoup de discussions parce que, en fait, on se rend compte que quand on lance un concours de start-up ouvert à des start-up qui opèrent en Afrique, quasiment toutes les startups en fait partent d'une problématique sociétale, ce qui n'est pas du tout le cas si on fait la même analyse dans d'autres géographies dans le monde. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il y a certainement un modèle d'entrepreneuriat en Afrique qui en fait décide de mettre au cœur du réacteur une mission, en fait, une mission sociétale, et de se dire comment est-ce que je vais être utile à ma communauté à travers une approche entrepreneuriale. Il faut quand même bien se rappeler que l'Afrique est un continent par nature entrepreneurial parce que 90% des emplois sont dans le secteur privé. Alors certes, la grande majorité c'est dans le secteur informel, mais la démarche entrepreneuriale et cette dimension-là, elle est très forte en fait sur le continent et on a beaucoup à apprendre sur le continent à cet égard. Nous, sur la mesure d'impact, en fait, à l'AFD, nous, à l'AFD, on a une approche écosystémique parce qu'en fait, on intervient à la fois sur l'appui aux écosystèmes et aussi au financement via notre filiale ProParco. On finance en direct donc les entreprises. On finance d'ailleurs aussi les banques à travers des outils de garantie et à travers des lignes directes pour les inciter à prêter à des entreprises. Et donc, en fait, on considère que la mesure d'impact, elle est au cœur de l'approche et aussi, d'une certaine façon, elle peut être un outil de pilotage de l'activité. Parce que finalement, tous les entrepreneurs ont une mission au départ. C'est-à-dire qu'ils se disent, certes, j'ai envie de générer de la valeur, mais la valeur, je peux la mesurer d'un point de vue purement financier ou regarder aussi quelle valeur sociétale je vais produire et en quoi je vais avoir un impact fort sur mon écosystème. Et je regardais l'autre jour une vidéo de Bosun Tidjani, qu'on aime beaucoup, Samir, et qui est le fondateur de CC Hub, et qui disait un entrepreneur, il se demande avant tout quel impact il va avoir sur sa communauté. Et donc, c'est pas du tout antinomique, au contraire, c'est vraiment une façon de se dire comment est-ce que je vais avoir le meilleur product market fit, donc comment est-ce que je vais réussir à avoir un produit qui va être au plus proche des personnes avec qui j'ai envie d'être utile. Et Hidayet est vraiment un modèle là-dessus parce que l'idée, c'est… alors après, ce qui peut être compliqué pour un entrepreneur, c'est qu'il a l'impression que ce qu'on lui demande, c'est surtout de générer de la valeur économique. Et en fait, non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs et je pense que il y a beaucoup d'investisseurs, et Marianne va certainement nous en parler, mais qui de plus en plus considèrent que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas avoir de la valeur à long terme si on n'a pas une approche partie prenante. C'est-à-dire, et c'est vraiment, il y a eu une accélération là-dessus ces 3 dernières années, notamment avec le fonds BlackRock qui a annoncé
BlackRock étant pas un investisseur d'impact, hein, qui a dit en fait une entreprise aujourd'hui, elle peut pas se projeter à long terme si elle n'a pas une approche à la fois business, mais aussi et en même temps impact sociétal. Donc en fait, nous à l'AFD, on est convaincus depuis très longtemps que c'est pas antinomique, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une évolution forte dans les secteurs dans lesquels on intervient, vers l'idée qu'une entreprise doit avant tout être au service de ses parties prenantes, pas seulement au service de ses investisseurs, de ses actionnaires, que c'est finalement la seule façon de s'inscrire dans le long terme. Et en Afrique, on trouve beaucoup d'inspiration, en fait, parce que finalement, de manière très originale, il y a des modèles qui s'inventent et qui ont ça dans leur ADN dès le départ, en fait, cette mission sociétale. Alors, tu m'as posé la question de la mesure, c'est assez compliqué et ce serait assez long d'expliquer ça, mais nous, on a développé beaucoup d'outils, donc je peux vous renvoyer notamment aux outils sur le site de Cerise, la Social Business Scorecard et d'autres outils assez agiles qui permettent aux entrepreneurs, en fait, d'avoir une idée assez rapide de quel est l'impact, de comment est-ce qu'ils peuvent communiquer sur leurs impacts. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est comment est-ce que j'utilise mon impact comme un outil de pilotage et comment je communique vis-à-vis de mes partenaires sur mon impact. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Isadora, c'est vraiment passionnant parce qu'on voit vraiment là aujourd'hui quelle est la grille d'analyse de l'investisseur, même si tu l'as un peu expliqué, hein, l'AFD c'est quelque part un enabler, c'est un fonds de fonds, c'est un investisseur qui va investir dans les écosystèmes à travers des différents dispositifs, et tu pourras peut-être en parler plus tard, comme Digital Africa, les facilités d'amorçage, etc. Mais je vais tout de suite me tourner vers Rachid. Donc Rachid, tu es à la tête d'un incubateur à impact, hein, de l'ABES, hein, qui aujourd'hui a su se faire un nom en Afrique du Nord. Quand on regarde, et la question de la levée va revenir un peu plus tard aussi, quand on regarde les chiffres des levées de fonds sur l'ensemble du continent africain, et donc pas que l'Afrique du Nord, on voit que la région méditerranéenne, elle est quand même très en retard. C'est ce que disait tout à l'heure Julie, par rapport notamment à l'Afrique anglophone. Comment est-ce qu'on peut analyser ce retard relatif? Et quelque part, est-ce que les innovations, est-ce que la technologie qui apparaît sur le terrain en Méditerranée, elle est différente de ce qu'on peut voir ailleurs sur le continent, ou a-t-elle des particularités propres, je dirais? Vaste question, Samir. Alors, moi, Rachid, est-ce que vous pouvez peut-être augmenter le son de votre micro? Alors, oui, je peux tenter de faire ça. Vous ne m'entendez pas assez? Ou je parle plus fort peut-être? Ça ira mieux? Un peu plus fort, oui. D'accord, ok. Alors, je disais que c'était une vaste question. Je n'ai pas forcément toute la réponse. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, et ce que je peux analyser, c'est que lorsqu'on accompagne des entrepreneurs à impact, notamment en Tunisie, on arrive assez bien à leur permettre de développer leur projet au sens narratif du terme, passer à l'action, être dans une dynamique d'action. Et puis, on bute assez vite quand il s'agit de financer ces projets. Parce qu'on a des grilles de lecture, enfin, les financeurs et investisseurs locaux vont avoir des grilles de lecture qui sont différentes, qui sont plus classiques, plus standards, et qui vont avoir du mal à lire finalement que c'est une start-up qui va avoir de l'impact social et environnemental. Elle va avoir du mal à lire la finalité de cette entreprise et pas forcément la comprendre. Donc, il y a déjà un décalage en termes de compréhension de ce que veut faire l'entrepreneur, et le banquier, financeur, investisseur va regarder ça sous un angle purement de rentabilité. Donc, il va avoir du mal à faire confiance, finalement. Il va avoir du mal à se dire moi, je prends le risque. C'est souvent la question qui est mise sur le tapis. Je veux limiter absolument mon risque. Je vais être persuadé que mon financement sera remboursé assez rapidement, que je puisse avoir un retour sur investissement assez rapide. Et dans une start-up sociale, alors c'est peut-être un peu différent entre une start-up, entre un entrepreneur social
de services, de biens. Et finalement, là où ils ont plus de chance quand ils travaillent dans la tech for good, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de technologie et qui attire beaucoup plus facilement et qui séduit, qui est bien plus sexy parfois auprès d'investisseurs, parce qu'on pensera beaucoup plus vite à la Silicon Valley et il y a tout l'argent qu'on pourrait se faire. Et donc, ça peut rassurer davantage. Mais de façon générale, quand même, on a vraiment des freins, des difficultés à pouvoir faire financer les startups à impact et notamment aussi dans la tech for good. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un décalage, notamment en Afrique du Nord. On a un décalage où ce n'est pas évident d'aller voir les investisseurs, les financeurs. Je crois qu'on a besoin d'avoir différentes présentations en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Et parfois, on a l'impression de se mentir parce qu'on imagine une certaine finalité pour son entreprise. On a envie d'avoir un impact. Et puis, quand on va voir une banque commerciale, on va devoir simplement lui parler de sa viabilité, de sa rentabilité, de comment j'atteins très vite mon seuil de rentabilité pour pouvoir obtenir les fonds. Très bien. Alors, on va revenir un peu plus tard, et je pense que Julie va t'interroger sur véritablement comment est-ce que votre métier d'incubateur vous accompagnez les startups de la Tech for Good. Je vais tout d'abord me tourner cette fois-ci vers Marianne. Donc, toi, Marianne, tu représentes aussi le volet un peu investisseur. Et côté aussi, comment est-ce qu'on vous crée aussi des pipelines de projets. On sait que c'est dur d'avoir des pipelines vraiment fiables de projets, c'est la curation de pipeline sur le continent. Selon vous, pour investisseurs et partenaires, pourquoi, quelque part, c'est même dans votre thèse d'investissement, à quel point, pourquoi c'est si important d'investir dans une startup à impact de la Tech for Good et est-ce que vous avez adopté des critères d'investissement spécifiques par rapport à ce type de startup, par rapport à des startups, je dirais, un peu plus classiques, qui ne sont pas forcément à la recherche d'un impact positif pour la société? Oui, merci Samir. Bon, déjà, il faut savoir que je souscris complètement à ce qui vient d'être dit par Isadora et Rachid, et c'est ce qui finalement préfigure un petit peu ce que IEP tente de faire sur le continent. IEP, c'est un groupe pionnier de l'investissement d'impact, on va revenir dessus, en Afrique, qui est entièrement dédié au financement des startups et des PME. Et donc, ce fameux missing middle, c'est-à-dire cette incapacité à financer les PME qui pourtant seraient créatrices de valeur, finalement, notre engagement, c'est d'y répondre. Et pour préciser encore sur la question vraiment des startups tech, concrètement, pour IEP, appuyer les startups tech en Afrique et via nos programmes d'accélération en Afrique du Nord, c'est soutenir l'émergence de solutions innovantes qui sont vraiment adaptées aux usages africains et aux situations africaines et qui, bien sûr, multiplient notre impact, notamment parce que quand on parle de start-up tech, on parle tout de suite de nombre d'utilisateurs qui se multiplient très, très vite. Alors, ce qu'on détermine par impact finalement d'entreprise, c'est par exemple les pay as you go, donc tout ce qui est pay as you go sur les services essentiels, c'est les questions de e-santé. C'est aussi pour nous les questions d'industrie culturelle et créative. On considère que ces startups, d'autant plus en Afrique du Nord, elles ont vraiment un impact. Et si on regarde un petit peu nos critères, alors IEP n'adapte pas ces critères fondamentaux d'investisseurs d'impact, c'est-à-dire qu'on a des critères environnementaux, des critères sociaux et des critères de gouvernance, d'intégrité, de formalisation. Cela ne change pas. En revanche, on a été obligé d'adapter nos outils de financement à la réalité des startups tech via des programmes comme IEP Accélération Technologique, qui est un programme qui est financé par Digital Africa, sur lequel on pourra revenir un petit peu plus tard, et via aussi le Social Inclusive Business Camp, qui est un programme de l'AFD. Isadora est d'ailleurs la référente de ce programme pour nous. Donc, on travaille étroitement sur ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on s'est adapté? On a pris en compte le niveau de risque qui est clairement supérieur pour une startup tech aux startups dans lesquelles on a l'habitude d'investir en tant qu'IEP.
On a adapté nos exigences d'impact un petit peu, puisque effectivement, comme je le disais, en termes de reach, en termes de nombre d'utilisateurs, on est tout de suite sur des chiffres qui sont très importants. Et puis, on a adapté nos levées de fonds parce qu'on le sait, les startup tech ont besoin de levées de fonds qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus rapprochées dans le temps, tant leurs besoins initiaux sont supérieurs à ceux d'autres startups. Donc, voilà un petit peu de manière générale comment, du côté d'IEP, on a travaillé sur ce sujet. Par ailleurs, sur finalement le lien entre la Tech for Good et les investisseurs d'impact, nous, on considère qu'en tant qu'investisseurs d'impact, on est désespérément seul sur le continent africain, à la fois dans le niveau de taille de ticket d'investissement sur lesquels on se fixe, et puis dans les critères qu'on décide d'appliquer aux entreprises dans lesquelles on décide d'investir. Et nous, on a une vraie mission de plaidoyer sur ça. On incite de nombreux investisseurs à nous rejoindre dans cette démarche-là et à montrer que la création de valeur, elle est possible sur des startups à impact et d'autant plus sur des startups tech à impact. Merci beaucoup, Marianne. Merci. On va revenir sur tous ces sujets un peu plus tard. Je vais peut-être te laisser, Julie, prendre la main, qui a une question pour Mohsin, je crois. Oui, merci Samir. Donc, merci Mohsin qui est avec nous en présentiel. Donc on a quand même gardé la distance pour conserver les temps. Donc, Mohsin, vous êtes à la tête de plusieurs startups et de plusieurs sociétés. Votre focus impact à vous, c'est l'environnement, c'est la durabilité. Et on a beaucoup parlé jusqu'à présent un petit peu de ces startups de la Tech for Good d'une manière assez générale, mais on sait que les 5 pays dont on parle sont très différents. Il y a beaucoup de différences entre la Libye, la Mauritanie, le Maroc et les 2 autres. Qu'est-ce qui finalement fait les synergies des sociétés qui travaillent sur ces territoires? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, selon vous, qui êtes ici sur le terrain? Et est-ce qu'elles pourraient développer des synergies numériques entre elles, voilà, pour plus de coopération? Je crois, alors peut-être, merci beaucoup pour la question, parce qu'effectivement, ça me parle. Généralement, quand on parle d'impact, souvent, le sujet le plus important, c'est comment je vais résoudre un problème local, un problème localisé ou un problème qui correspond à une certaine population. Donc, des fois, par définition, les gens pensent qu'à partir du moment où je fais du Tech for Good, le périmètre n'est pas nécessairement large, ou au moins la capacité à mutualiser ou à consolider ou à faire des partenariats est plus ou moins faible. Et en fait, effectivement, les pays sont assez différents. Il y a des pays qui sont plutôt agricoles, il y a des pays qui sont beaucoup plus dans des volets énergétiques. La concentration de la population dans les différents pays, donc en Tunisie, c'est pas la même chose qu'au Maroc, c'est pas du tout la même chose qu'en Mauritanie ou en Libye. Donc, on se retrouve avec effectivement des problématiques qui sont assez différentes. Il y a des pays où il y a des montagnes, donc il y a de la population qui est souvent isolée, et donc avec d'autres problématiques. Il y a des pays où le système de santé fonctionne globalement bien, il y a d'autres pays où c'est un peu moins bien. Donc, dès lors qu'on a en fait ces problèmes, et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles la logique de levée de fonds, et je rejoins ce qu'a dit Marianne, ce qu'a dit également Isadora, Rachid et Hidayat, c'est que souvent, ce n'est pas la même logique. Aujourd'hui, quand on fait une levée de fonds, quand on s'adresse à un investisseur sur une start-up classique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pitcher le projet avec, bien entendu, un business plan, avec une logique de rentabilité sur 3, 5 ans, 7 ans maximum. Dès lors qu'on parle de Tech for Good, ce n'est pas nécessairement les mêmes cycles. D'ailleurs, ça peut être effectivement des petits cycles, comme a dit Marianne tout à l'heure. Alors, maintenant, comment faire en sorte qu'on ait de la scalabilité? Et justement, je crois que la question, elle est vraiment orientée dans ce sens. Comment on peut… Alors, là également, ce n'est pas nécessairement dans une logique de scalabilité au sens de la même idée, on va l'appliquer dans un autre pays. Parce que souvent, on ne va plus avoir le product market fit dont a parlé Isadora. Mais ça peut être avec de la mutualisation, ça peut être avec de la collaboration. Aujourd'hui, par exemple, il y a des startups par exemple, qui sont en Tunisie, qui ont développé des choses qui sont assez intéressantes, qui peuvent… Alors, la plateforme en elle-même peut être réutilisée pour un besoin similaire, pas le même,
mais un besoin qui correspond par exemple à faire parvenir des biens intéressants pour une population isolée ou à aider les autorités sanitaires à accéder aux populations qui ont un besoin dans ce sens, ou plutôt environnemental par rapport à des pays qui sont sur ces sujets. Moi, je voulais quand même revenir sur justement la définition, puisque ça a été posé tout à l'heure, et je crois que c'est un élément qui est important. En tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat, par définition, il doit avoir de l'impact. Il doit avoir de l'impact. Après, la question, c'est la mesure de l'impact, c'est les critères qui rentrent dans l'impact. Parce que, à la différence du business, faire du business, je peux toujours racheter quelque chose et la revendre. Quelle est la valeur ajoutée? Pas grand-chose. Je vais gagner de l'argent, peut-être employer des gens, mais je ne vais pas avoir d'impact. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est créer, partager la richesse, mais également créer et partager la valeur. Et le mot partage, pour moi, est très, très important. En fait, au-delà de la création de valeur, au-delà de la création de richesse, il faut que ça soit partagé. Et plus c'est partagé, d'où, je reviens en fait sur la définition de l'impact, c'est déjà également le périmètre, le niveau d'inclusivité que le projet, que la société peut créer. Mais c'est également la durabilité. Et en fait, c'est pour ça justement que les cycles d'investissement dans des startups Tech for Good ne doivent pas être les mêmes. Parce que là, on est en train de parler d'impact durable et d'impact sur le long terme. Ce n'est jamais du court terme, ce n'est jamais du moyen terme. C'est souvent du long terme. Par exemple, moi, je travaille par exemple dans le secteur agricole et quand on veut aider une population agricole et quand on veut transformer la vie des petits agriculteurs dans les zones rurales, c'est pas quelque chose qui va se faire en un clin d'œil. Et le fait de les faire adopter des solutions, de leur permettre justement, à travers la solution, de se transformer et d'aller vers l'avant, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire ni en 2 ans, ni en 3 ans, ni même en 5 ans. Donc, c'est vraiment une transformation beaucoup plus profonde. Mais ceci dit, et je m'arrête peut-être sur ça, pour moi, finalement, le Tech for Good, c'est vraiment l'entrepreneuriat dans le cœur métier de toute société. Parce qu'à un moment donné, on est dans une période où on perd les repères. Et quelque part, on croit que, par exemple, la finance ou les télécoms, c'est des secteurs qui sont vraiment rentables, très intéressants. Mais au final, le rôle principal d'une société, c'est quoi? C'est de maintenir en vie ces populations, de maintenir en bonne santé et de garantir que tout ce qui se fait va être durable avec une bonne éducation pour la population. Donc, c'est vraiment l'agriculture, la santé, l'éducation et l'environnement. C'est vraiment le cœur métier. Donc, s'il y a un entrepreneuriat à encourager par les investisseurs, par les bailleurs de fonds, par les institutionnels, c'est cet investissement parce que c'est ce qui permet de construire, de créer, de consolider les actifs de la société. Merci beaucoup. Morcine, ce que tu soulèves est vraiment précieux parce que là, ce qu'on voit, c'est effectivement d'identifier les secteurs qui sont les plus saillants et où se concentrent les problématiques de cette région Méditerranée, région dont on sait à quel point elle concentre un grand nombre de problèmes. Monsieur l'ambassadeur qui nous a fait l'honneur d'ouvrir le bootcamp a bien rappelé que la Méditerranée, aujourd'hui, un grand nombre de problèmes, de nuages se concentrent sur la Méditerranée et il y a urgence à faire émerger un agenda positif, un nouvel agenda positif en Méditerranée. Et quelque part, l'entrepreneuriat, le fait qu'on voit ce surge des candidatures de start-up féminines, la Tech for Good, quelque part, ce sont des actions concrètes pour illustrer et construire cet agenda positif. Et le rôle des investisseurs est plus que déterminant parce que ce sont ces tuyaux-là qui vont permettre à l'écosystème de se développer et de prospérer et de pouvoir donner corps à ce futur, ce nouvel agenda positif en Méditerranée. Et c'est pour ça que je vais me tourner vers Isadora. On sait que l'AFD, et on l'a vu lorsque Mioub a fait le mot d'accueil, est très actif en Méditerranée et que cette région vous intéresse. Est-ce que vous pourriez détailler, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu pour les startups qui nous écoutent, les différents programmes que vous déployez dans la zone? Bien. Oui, alors en fait, merci beaucoup Samir, c'est vraiment passionnant de vous écouter tous et c'est assez, je ne sais pas si le mot est rassurant, mais en tout cas, on se sent en famille parce on partage tous le même diagnostic et la même analyse. En fait, donc nous, en fait, au sein de l'AFD, on intervient sur l'entrepreneuriat depuis longtemps, notamment à travers des différents programmes et dernièrement, on a mis tout ça sous une offre qu'on a appelée Choose Africa, qui est donc un programme avec une ambition de financement de 2,5 milliards
pour les startups africaines à horizon 2022. Donc, ça inclut évidemment la Méditerranée. On a une approche à l'AFD qui est ce qu'on appelle toute Afrique. Donc, en fait, les programmes qu'on déploie s'incarnent dans les différents territoires et donc en Méditerranée aussi. Et spécifiquement sur les startups tech, notre programme phare, c'est Digital Africa, qui a comme ambition de financer vraiment notamment les startups. Donc, c'est vraiment le sujet dont on parle parce que l'idée, c'est d'avoir une approche écosystémique avec quelque chose de très intégré parce que notre constat aussi à l'AFD, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que finalement, on gagnerait aujourd'hui à rassembler nos forces et à travailler de manière peut-être plus concertée et surtout au service des entrepreneurs parce que finalement, c'est eux qui ont beaucoup d'éléments de solution. Et nous, on est là pour se mettre au service de leurs besoins d'une certaine façon. Donc, en fait, Digital Africa, c'est une initiative qui a avec différents outils. Donc, il y a un outil, une approche, en fait, renforcement des acteurs de l'écosystème avec un programme Digital Skills for Africa. Donc, l'idée, c'est d'aider les startups aussi à trouver les compétences parce que ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'une startup qui veut scaler, elle a besoin d'une équipe. Et d'une équipe formée, prête à exécuter le plan de scale-up. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces aspects-là, de travailler aussi avec les acteurs de l'écosystème à identifier les startups et à les préparer à l'investissement d'une certaine façon. Il y a aussi un volet financement qui se concentre beaucoup sur l'amorçage. Donc, il y a un premier fonds de 20 millions qui a été déployé. Il y a un fonds de bridge actuellement donc de 5 millions qui a été déployé pour aider les startups à passer cette période. Donc, les startups qui sont près de la levée de fonds, mais qui, avec la crise de la Covid, se retrouvent retardées parce qu'évidemment, toutes les due deals prennent plus de temps. Donc, vous pouvez aller sur le site d'ailleurs de Digital Africa et tester votre éligibilité au fonds en live. Donc, c'est assez rapide. Vous avez une réponse très rapide sur est-ce que vous êtes ou pas éligible à ce mécanisme-là. Il y a un fonds d'amorçage qui sera lancé premier semestre 2021 de 40 millions, tout ça en partenariat avec Proparco, avec l'idée de soutenir donc l'amorçage, donc de répondre à la problématique des petits tickets et de comment est-ce qu'on fait pour emmener des startups qui ont réussi à avoir une POC avec de la love money et comment est-ce qu'on les amène vers aller raccrocher les wagons en fait avec les fonds VC parce que les fonds VC ils proposent des tickets plus élevés, donc un fonds d'amorçage qui est en cours de structuration. Le programme dont vous parlez, Marianne, aussi, donc la facilité Digital Africa, qui vise aussi plutôt de l'amorçage et du renforcement de business angel. Et puis, là, je vous annonce ça un peu en avant-première, mais en fait, on est aussi en train de travailler sur renforcer les capacités des gestionnaires de portefeuille. Parce qu'il y a beaucoup de structures comme l'AFD, en fait, qui, comme tu le disais, Samir, nous, on investit très peu directement dans les entreprises, voire pas du tout. On est vraiment en intermédiation avec des acteurs de l'écosystème. Et donc, notamment parce qu'on travaille beaucoup avec IEP et qu'on essaye de répondre aux besoins des écosystèmes, on a réfléchi à créer aussi, à faire monter en puissance en fait, des investisseurs sur ces sujets-là pour qu'il y ait de plus en plus d'argent disponible en fait, pour les entrepreneurs. Donc, en fait, on a après des programmes très ciblés comme pour la Méditerranée qui sont vraiment à destination des entrepreneurs. Mais en fait, tous les programmes que j'ai cités là sont à disposition à la fois des entrepreneurs et des investisseurs de la zone Méditerranée. Après, on a plusieurs programmes, je ne vais pas pouvoir tous les citer là, mais on a notamment un programme, je vais prendre ce programme parce qu'il est un peu emblématique. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir vraiment cette approche écosystémique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour renforcer l'écosystème et mettre en capacité des acteurs après de pouvoir eux-mêmes financer les entrepreneurs. Donc, on a un programme FAST, notamment en Tunisie, pour femmes et accélération pour les startups et TPE. On travaille en lien avec la CDC en Tunisie pour renforcer les capacités de la Caisse des dépôts et consignations en Tunisie et leur permettre eux-mêmes après de pouvoir développer des programmes d'accompagnement des entreprises. Donc, j'ai été un peu longue, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a plusieurs programmes. Donc, vraiment pour Startup Tech et Digital Africa. Donc, je vous invite à aller sur le site et regarder les différents programmes.
notamment pour le fonds Bridge, ça se passe en ce moment. Donc, si vous êtes en levée de fonds, Hidayet, par exemple, si tu es en attente, tu peux aller sur le site et regarder si tu es… que voilà, remplir, c'est rapide, c'est assez interactif. Et puis, sinon… d'autres programmes. Bon, le mieux, c'est d'aller voir directement les agences Proparco ou AFD dans vos zones et ils vous aideront en fait à trouver la bonne porte d'entrée. Voilà. Merci beaucoup Isadora. Marianne, est-ce que tu peux, IEP aujourd'hui est une des chevilles ouvrières d'un des programmes d'accélération qui vraiment est d'assez haut niveau et qui couvre la zone Méditerranée, qui s'appelle le Social Inclusive Business Camp et qui va accueillir les 5 lauréats Emerging Méditerranéens. Est-ce que, avec la casquette IEP, tu peux nous présenter rapidement ce programme et comment aujourd'hui IEP et avec ce type de programme, vous voulez accompagner justement les entrepreneurs méditerranéens? Bien sûr, c'est toujours un plaisir de présenter le Social Inclusive Business Camp. Donc effectivement, c'est un programme qui IEP met en œuvre pour le compte de l'AFD. Un programme qui est ouvert à l'ensemble du continent, hein, mais qui donc inclut également des entrepreneurs méditerranéens et qui les aide dans leur passage à l'échelle à l'horizon d'un accompagnement qui dure à peu près un bootcamp assez intense. Un bootcamp qui leur permet notamment de se préparer à la levée de fonds, la fameuse, et à la rencontre avec des investisseurs. Donc pour nous, on est complètement sur l'ADN à la fois d'IEP puis à la fois de l'AFD. C'est un programme qui nous permet de rencontrer un petit peu les entrepreneurs émergents de demain. Et ce qui est assez intéressant, Samir le sait, Isadora d'ailleurs aussi, l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et quand on a commencé à discuter de cette table ronde et qu'on a regardé un petit peu dans les profils SIBC les participants qui s'étaient illustrés dans la Tech for Good, eh bien, on a trouvé surtout des femmes. Et je crois que c'est assez important de le signaler, hein. On a eu des très bons participants, comme Hidayet d'ailleurs, qui est une alumni SIBC, qui pourra parler de son expérience. On a eu des alumni en Tunisie, Kadja Jalouli de Aoukar, qui a designé une voiture intelligente pour les personnes en mobilité réduite. On a eu des très belles startups en Libye. Tout à l'heure, je vous entendais parler de la Libye. Ça m'a rappelé un des très, très beaux profils de 2018, Fatima Nasser, qui est designé Yumi, qui est une application à la restauration à domicile. Et donc, tout ça pour dire que c'est un programme qui identifie des gens qui sont vraiment résolus à être un petit peu les acteurs de demain, qui sont assez avancés dans leur démarche et qui sont en fait prêts à changer d'échelle. Nous, on les accompagne dans cette dynamique grâce à un consortium qui a un petit peu chacun des spécificités. D'ailleurs, Emerging Valley fait partie de ce consortium, Scale Changer également, et puis le African Management Institute. Donc, on a un petit peu, quelque part, mis nos forces en commun. Notre vision d'investisseur, la capacité à former sur le changement d'échelle du côté de Scale Changer, la formation pour les managers de demain du côté d'AMI, et puis bien sûr la visibilité et la valorisation du côté d'Emerging Valley. Et avec cet ensemble finalement d'outils, eh bien, on arrive à proposer à des entrepreneurs de démarrer une belle histoire qui, on l'espère, et c'est le cas quand j'entends Hidayet dire qu'elle prépare sa levée de fonds, qui s'achève par un vrai dialogue avec les investisseurs. Donc voilà un petit peu pour le SIBC. On gère par ailleurs un autre programme de l'AFD qui s'ouvre aussi à l'Afrique du Nord. On parle assez peu quand on parle de Tech for Good des industries culturelles et créatives, et pourtant nous on est à peu près persuadés que la démarche d'impact elle est assez intéressante de ce point de vue-là aussi. Et donc on gère le programme Afrique créative, et cette année on a eu le cas typique d'un participant qui a vraiment réaligné son business avec la question du Covid vers une approche différente de la tech. C'était complètement le cas pour l'événement Visa for Music de l'entrepreneur Brahim El Mazned. Et c'est assez intéressant de voir donc au Maroc comment cette personne a finalement tenu compte de la difficile réalité dans laquelle on est tous et a profité de la tech pour malgré tout faire perdurer son business.
Donc voilà de notre côté le genre d'initiatives sur lesquelles on est. Merci. Julie va avoir une série de questions, notamment une pour Rachid, sur justement quelles sont les bonnes pratiques que tu as vues, toi, Rachid. Là, tu es plus vraiment le côté vraiment structure d'accompagnement. Donc là, on revient sur cette case incubateur, qui sont vraiment un des maillons essentiels de l'écosystème, parce que ce sont les incubateurs qui font la curation du pipeline, souvent, aujourd'hui, parce qu'on voit aujourd'hui cette explosion entrepreneuriale. On a besoin d'acteurs comme les incubateurs, les tech hubs, pour faire cette curation de start-up. Mais moi, j'ai une question. J'espère que je crois que Hidayet est toujours avec nous. On ne t'a pas perdu dans le couvre-feu. Ah, super. Parce que comme nous parlions du Social Inclusive Business Camp, tu es une des lauréates du Social Inclusive Business Camp. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience de ce programme d'accélération et puis aussi nous dire où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que ta proposition, qu'est-ce que ta solution, en quoi consiste ta solution avec Sgartoon, et est-ce que tu es en train quelque part de passer un nouveau cap? Moi, j'ai entendu que oui. Bref, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu qu'est-ce que tu as apporté ce programme d'accélération et où en es-tu aujourd'hui avec ta solution? D'accord, donc très rapidement, Sgartoon, en fait, c'est une plateforme qui aide à la détection précoce de signes de troubles éducatifs pour les enfants à partir de l'âge de 5 ans et on digitalise le process de mise en relation et de traitement avec les thérapeutes. Donc, on est une medtech qui s'intéresse aux enfants avec des troubles éducatifs. Nous avons commencé par la dyslexie et là, on est en train d'augmenter les possibilités, disons, pour travailler sur plusieurs troubles. Pour les CBC, en fait, en cours de la CBC, j'étais déjà en cours d'accélération avec notre investisseur en Tunisie. Et donc, c'était double intense. La chose la plus incroyable qui s'est passée en SIBC, c'est la liaison que j'ai eue avec plusieurs entrepreneurs dans différentes régions de l'Afrique qui sont aujourd'hui nos partenaires pour nos futures extensions, dans le Mali et dans le Mali. Et donc, c'était vraiment enrichissant d'entendre cette différence de culture, de voir que le besoin que nous adressons en Tunisie existe partout dans le monde, en Afrique, en Europe et même en Amérique. Et donc, ça nous a aidé à regarder notre marché d'une façon différente, de faire une étude de marché plus approfondie. Et là, on a, comme tu as dit, Samir, on a entamé notre deuxième levée de fonds qui va nous aider à faire une extension vers la région MENA. Maintenant, l'application, elle est en lancement. Nous avons des centaines de patients, nous avons des centaines d'experts qui sont en train d'utiliser la plateforme. Et donc, on est en train de couvrir presque la moitié du pays. Nous avons comme objectif de couvrir toute la Tunisie vers la fin de l'année 2021 et bien sûr de commencer notre extension vers la région MENA. Félicitations, Hidayet. Merci beaucoup. Moi, je suis très émue. Hein. Je suis très émue, Hidayet. De t'entendre parler de ça et tout, c'est vraiment… Et ce sourire m'a manqué. Félicitations. Je crois que Julie, tu voulais te tourner vers Rachid et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Hidayet. Merci pour ton témoignage. C'est vraiment précieux et poignant. Oui, une super réussite, effectivement, très inspirante et qu'on aimerait voir développer un petit peu sur toute la région. Et justement, donc, comme je me tourne vers vous, Rachid, est-ce que vous pouvez nous faire part des bonnes pratiques que vous avez identifiées? Votre Tech Hub, la BES, est très connu, on le suit depuis longtemps avec Samir sur le terrain. Vous accompagnez beaucoup de sociétés. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler comment vous faites ça? Quelles sont un peu la secret sauce que vous mettez en place? Et puis, encore une fois, les conseils, les bonnes pratiques que vous conseillerez un petit peu pour démultiplier les succès comme celui d'Hidayet qu'on vient de voir. Très bien. Alors, il n'y a pas forcément de sauce magique, hein, mais c'est vrai qu'en fait, on arrive aujourd'hui à proposer un accompagnement qui repose sur pas mal d'expériences, sur pas mal d'années de travail auprès des entrepreneurs, mais aussi de la société civile. Je crois que les uns alimentent les autres.
avant de passer à ce qu'on fait réellement avec les entrepreneurs, on a assez récemment été retenu pour monter un programme qui va appuyer la société civile, en tout cas les associations, sur les thématiques que peuvent traiter aussi les entrepreneurs. Et souvent, d'ailleurs, assez régulièrement, on va dire, il y a des projets qui démarrent à travers une association. Et c'est après qu'on comprend qu'il peut y avoir un modèle économique. En tout cas, on a testé de cette manière-là au début. Et puis ensuite, on décide de monter un projet économique rentable, ou en tout cas avec une autre sensibilité, celle de l'entrepreneuriat. Et c'est effectivement intéressant de pouvoir travailler à la fois avec la société civile et en même temps avec les entrepreneurs sur des projets à impact social et environnemental. On a aujourd'hui, nous, concentré tous nos efforts sur effectivement un programme d'incubation qui est dédié aux entrepreneurs. Au départ, on va miser beaucoup sur la communication, sur la promotion du programme pour attirer, pour sensibiliser, pour influencer. C'est les jeunes et moins jeunes qui peuvent s'intéresser à l'entrepreneuriat et plus spécifiquement à l'entrepreneuriat social. Donc, on va aussi beaucoup travailler avec les universités, par exemple, et on le fait dans le cadre d'un programme qui s'appelait Saphir Campus, qui va être renommé dans les prochains mois, mais du coup à destination des étudiants dans les écoles, dans les universités, pour les sensibiliser et puis les faire réfléchir à cet entrepreneuriat, à cette économie qui peut être différente et qui prend en compte justement son environnement, son contexte, les difficultés, les problématiques qu'on rencontre autour de soi et de pouvoir réfléchir à des solutions. Donc, on va déjà beaucoup travailler sur ces aspects-là. C'est une première étape pour permettre finalement d'avoir un sourcing plus important. Et ce dont on s'est rendu compte assez vite quand on sélectionne les entrepreneurs, c'est qu'ils ont effectivement besoin d'un accompagnement très soutenu. Il ne s'agit pas de dire qu'on va pouvoir les accompagner une fois de temps en temps sur une durée de 6 mois ou de 1 an. Je crois qu'ils démarrent tous avec des talents, évidemment, des compétences, mais que pour pouvoir réussir pleinement dans ce domaine, ils ont vraiment besoin de beaucoup de soutien, à la fois technique, à la fois plus généraliste, plus générique, et en même temps du soutien psychologique, quoi, parce que c'est les montagnes russes. Donc, on a vraiment besoin d'être à leur côté, et ça, nous, on s'en est rendu compte, donc on multiplie les contacts avec eux, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, à la fois avec les équipes du LabES, mais aussi avec des experts qu'on choisit minutieusement, parce que le chemin est long et que cela soit au démarrage, lorsqu'on est au stade de l'idée, lorsqu'on entame le projet, quand on crée la structure, mais aussi après. On ne doit pas les laisser à ce moment-là, parce que à chaque étape, il y a ses difficultés et à chaque étape, ils doivent être soutenus. Et donc, on considère qu'on doit être présent relativement longtemps pour leur permettre de réussir. Un autre point qui est important, on s'est rendu compte que la formation, c'est effectivement une bonne chose. L'accompagnement individuel permet beaucoup plus de choses. On rentre forcément beaucoup plus dans les détails, dans le suivi et le soutien. Mais il y a aussi toute la mise en réseau, toutes les mises en relation qu'on peut faire. Et de ça, ils sont friands. Et c'est vrai que ça crée très vite de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux développements. Et pas forcément en tout azimut ou de façon dispersée, mais de façon cohérente, réfléchie et constructive. Et donc, on met beaucoup l'accent sur cet aspect-là, comment on peut mettre en relation les entrepreneurs avec des pairs issus de leur secteur ou pas, mais aussi avec d'autres sphères, que ce soit la sphère publique, la société civile et le secteur privé, à la fois en local, au national
sur l'ensemble du territoire et voir plus largement, ça peut être régional ou avec les pays européens. Et ça les aide énormément, en fait. Ça les aide énormément. Il y a à la fois du projet, du fond du projet, du cœur du projet, mais il y a aussi tout cet aspect de collaboration, de coopération avec l'extérieur. La question du financement, aujourd'hui, on le pratique aussi, le financement, parce que la difficulté est tellement forte qu'on s'est dit, bon, puisque les opérateurs autour de nous ne sont pas en capacité d'aider à l'amorçage nos entrepreneurs, on va commencer à le faire. Comme ça, après, on pourra démontrer, les entrepreneurs démontreront qu'effectivement, ils sont intéressants, qu'ils sont pertinents, qu'ils peuvent réussir. Et j'espère que ça fera effectivement un effet de levier auprès des organismes autour de nous. Donc, on a commencé à faire du financement d'amorçage. Un autre aspect, et je terminerai là-dessus, un autre aspect étant les aider à mesurer effectivement leur impact, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment essentiel. Donc, on pratique aussi beaucoup cela pour qu'ensuite ils puissent valoriser, promouvoir effectivement leur impact. Les résultats sont une chose, l'impact qu'ils réalisent, donc les conséquences finalement de leurs actions, c'est encore une autre chose, c'est d'autant plus fort. Et ça permet effectivement d'aller ensuite à la rencontre des financeurs et de leur expliquer véritablement ce qu'on fait. Une fois qu'on a réussi à atteindre cette étape-là, c'est encore plus facile d'en parler, de le démontrer, et c'est beaucoup plus convaincant que de le dire quand on est au stade de l'idée ou du projet, évidemment. Voilà, je vais en rester là pour le moment et redonner la parole à Samy. Merci Rachid. Merci Rachid. Je vais laisser à nouveau Julie qui avait une question à Morcine sur quelque part, parce qu'on parle donc le point de vue investisseur, mais quand on parle d'écosystème, il y a aussi le rôle du privé. Alors on va parler du rôle du public, quelque part l'AFD représente, mais au-delà de l'existant. Quelles sont les pistes aujourd'hui pour faire émerger pour justement attirer les investisseurs, parce que s'il n'y a pas de pipeline, il n'y aura pas d'investisseurs pour ces projets à impact. Quelle piste pour faire émerger justement un pipeline durable de pépites à impact entre les deux rives de la Méditerranée? Et la question, c'est le rôle des corporates, du secteur privé. Et Julie, tu avais une question pour Morcine à ce sujet. Voilà, donc on a effectivement parlé beaucoup de l'existant. Vous avez de très belles actions, de choses très concrètes. Il y a beaucoup de fonds qui se développent. Et je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent ont été très intéressés de connaître tout ce qui se fait. Maintenant, pour aller peut-être un peu au-delà, parler de ce qu'on pourrait développer pour encore renforcer cette dynamique, vous, pour le rôle un petit peu corporate, on voit que chacun a sa part à prendre finalement dans l'émergence de cette dynamique entrepreneuriale en Méditerranée. On peut se demander finalement quel est l'intérêt des corporates. Une société qui est rentable aujourd'hui, qui a déjà pignon sur rue, pourquoi elle irait finalement se pencher sur la petite start-up de son pays et on a beaucoup parlé d'écosystème, mais de manière assez concrète, quel est l'intérêt finalement des corporates là-dedans? Et une fois qu'on a dépassé la question de l'intérêt, quels sont les instruments qu'on pourrait mettre en place selon vous pour activer tout ça? Alors, je crois que c'est une excellente question parce que justement, par rapport à ce sujet-là, c'est pas, en fait, la réponse n'est jamais unique, n'est jamais individuelle. C'est pas que les fonds, c'est pas que le privé, c'est pas que le public. À un moment donné, il faut que le corporate joue pleinement le rôle. En fait, c'est au-delà de la RSE, parce que en fait, j'avais assisté il y a quelques années à une conférence qui a été donnée par le directeur général de l'OCP, etc. Mais en fait, l'OCP joue un rôle assez intéressant de l'écosystème entrepreneurial, et notamment sur des sujets tech for good. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, à un moment donné, on lui a posé la question, pourquoi vous faites tout ce travail auprès des entrepreneurs, auprès de l'écosystème entrepreneurial? Et il a eu cette réponse assez intéressante. Il a dit, on ne fait pas de RSE. Pour nous, c'est dans notre cœur métier. Parce que si l'OCP se développe
dans un écosystème qui ne se développe pas, ben, ça va avoir un effet de ricochet et ça va en fait alourdir ou atténuer ce développement. Donc il faut, pour que l'OCP, par exemple, qui est en fait un acteur de la production des engrais à l'international, pour que ça se développe, il faut que les agriculteurs se développent. Il faut que les agrofournisseurs se développent. Il faut que les revendeurs et distributeurs se développent. En fait, il faut qu'aujourd'hui les corporates se mettent à l'idée que ce n'est pas juste de la RSE, ce n'est pas quelque chose qu'on va donner un peu pour… C'est vraiment au cœur de leur développement. Parce qu'on ne peut pas, et d'ailleurs la crise, la pandémie du Covid-19 a démontré quelque part, on ne peut réussir qu'ensemble. Et en fait, le sort de quelqu'un qui est en Chine est intimement lié au sort de quelqu'un qui est au Maroc, qui est aux États-Unis, qui est au Brésil. Et donc, il faut, si on réussit, si on sauve la… on va avoir un sauvetage ensemble. Et donc, ça, cette vision, entre parenthèses, inclusive, cette vision plus lointaine, plus long terme, elle est importante à avoir chez les corporates. Je crois qu'il y a également un travail à faire en termes d'éducation. Aujourd'hui, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, en fait, on fournit le bagage technique nécessaire pour que les gens puissent réussir. Et en fait, c'est ces gens-là qui vont devenir quelque part des directeurs, des managers au niveau des corporates. Mais on oublie fortement les aspects qui sont liés à la valeur, à la citoyenneté, à votre responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'humanité. J'ai un ami qui dit souvent en fait un truc qui est assez intéressant. Il dit si on vit que pour la vitamine V, on vit une vie de chien. Alors pour lui, la vitamine V, c'est voyage, voiture, vêtements, villa et autres. Donc aujourd'hui, si on va faire de l'impact, c'est vraiment en intégrant toutes les parties prenantes et il faut que les corporates Alors après, quels sont les mécanismes? Alors il y a les mécanismes de fondation, c'est le mécanisme qui est utilisé par l'OCP. Ils peuvent également créer des fonds. Et aujourd'hui, il y a des fonds qui sont créés par des corporates et qui accompagnent. On l'a vu avec même des banques. La Société Générale, par exemple, aujourd'hui, par exemple, au Maroc, a des fonds, et notamment dans l'éducation, dans la formation des jeunes. Orange, par exemple, qui est présente en Afrique, a beaucoup d'actions dans ce sens. Il y a des acteurs du privé qui sont aujourd'hui vraiment des moteurs de ce travail-là. Donc, je crois que c'est une prise de conscience collective que notre sport, il est intimement lié et que la petite entreprise, la start-up qui commence, elle est aussi importante que la corporate. Il y a un autre élément qui, à mon sens, est important. Il faut qu'on dépasse le diktat de la finance. Aujourd'hui, on a un vrai diktat de la finance. L'entreprise, elle est évaluée que par les chiffres. Et au bout d'un certain moment, les chiffres font. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui, sur le papier, me paraissent des entreprises qui sont très, très rentables, très intéressantes, mais qu'est-ce qu'ils font pour l'humanité? Ils ne font rien de positif. Et des fois, ils font beaucoup de dégâts pour aussi bien les individus que pour les sociétés. Voilà. Donc, je crois que c'est une prise de conscience d'abord. Après, les moyens, il y en a. La contribution également des corporates peut être directement avec des fonds d'investissement, avec d'autres corporates, ou des fois, c'est dans son écosystème. Par exemple, aujourd'hui, il y a des corporates, par exemple, dans l'agroalimentaire, parce que moi, je travaille dans l'agriculture, qui agrègent des agriculteurs, et notamment de tout petits agriculteurs. Et il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour qu'on mette à niveau le fonctionnement. Il y a un autre élément, et je termine sur ça, il faut qu'on ait un peu d'humilité. Parce que souvent, quand on est dans la corporate, souvent, il y a les cols blancs, les gens qui sortent, qui ont des MBA. Bon. Et des fois, quand ils adressent des problématiques qui concernent les personnes normaux, un agriculteur par exemple, ils croient que c'est eux qui leur apprennent des choses. Finalement, moi j'ai travaillé beaucoup avec les agriculteurs, mais j'ai travaillé également dans d'autres domaines comme la santé. Les agriculteurs, par exemple, c'est des gens qui sont très, très intelligents. L'agriculture, par définition, en fait, tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la nature, c'est des choses qui sont extrêmement intelligentes. Et c'est une pratique qui a des siècles, donc c'est multimillénaire. En fait, il faut juste avoir la capacité d'écouter. Parce que des fois, il faut écouter les gens et écouter les écosystèmes pour pouvoir apprendre d'eux et non pas venir en… je vous dis clairement, aujourd'hui, un agriculteur, quand il a un cadre voilà, avec costume, cravate qui se présente à lui, il ne va jamais avoir confiance en lui. Parce qu'il sait qu'il est là. Donc,
il faut qu'on ait effectivement cette humilité et cette capacité d'écouter et de comprendre les gens, mais également de pouvoir les accompagner pour notre bien et pour leur bien. Merci beaucoup. Merci. Tu parles justement de cette nécessité de s'écouter, de travailler ensemble, de collaborer. Je vais me tourner vers toi, Isadora. Aujourd'hui, que l'on parle des corporates, que l'on parle du secteur public, que l'on parle des tech hubs, que l'on parle des investisseurs, comment encourager l'ensemble de ces acteurs à former une chaîne de valeur pour s'engager en faveur, de mieux s'engager en faveur des entrepreneurs, de cet agenda positif que j'évoquais pour la Méditerranée. Quelles seraient pour toi les pistes de collaboration entre ces différents groupes d'acteurs et éviter justement que quelque part les entrepreneurs passent d'un guichet à l'autre, un peu en silo? Comment mieux harmoniser tout ça? Alors, c'est un vaste sujet. C'est un peu tout l'objectif de l'initiative Digital Africa. C'est vraiment partie du constat que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais que ce qui remonte beaucoup des entrepreneurs, et notamment le SIBC, il est né de cette intuition-là, qui était qu'il y avait besoin de demander finalement aux entrepreneurs de quoi ils avaient besoin. De leur dire en fait on se met à votre service et qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur le SIBC, en fait, au départ, c'était pas un programme de préparation à l'investissement. Et ça l'est devenu parce que les contenus et la ligne pédagogique, elle est construite avec les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Donc, c'est vraiment eux qui nous disent on a tel et tel besoin. Et cette année, par exemple, IEP a fait un travail avec le consortium, un super boulot avec la crise du Covid, en étant très réactif et en disant tout de suite, bon, voilà, on fait face à une crise, de quoi vous avez besoin? Et donc, EMI a mis très rapidement en place des bootcamps SOS Covid. Là, on a revu toute la maquette pédagogique pour insister sur des points, notamment la gestion de trésorerie en période de crise, enfin de manière très concrète. Donc, pour répondre à ta question et faire travailler tout le monde ensemble, l'initiative Digital Africa, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire en fait comment est-ce qu'on structure une initiative catalyse qui a comme ambition finalement de créer du lien entre les différentes actions et de permettre d'être plus lisible en fait pour l'entrepreneur. Donc l'idée, c'est vraiment rester concentré sur les besoins qui remontent des entrepreneurs. Donc ça veut dire d'abord créer de la confiance avec eux et de leur dire on est là pour vous, on est là à votre service. Et donc, vous avez la parole, en fait. Et vous avez la parole en toute liberté. Donc, pour moi, il y a déjà créé cette confiance, c'est-à-dire se dire comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des outils. Et c'est vrai que du point de vue de l'écosystème, un bailleur comme l'AFD peut parfois manquer un peu d'agilité, de rapidité. On essaye, mais c'est vrai qu'on a des process internes qui sont assez lourds. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des acteurs de l'écosystème qui sont plus agiles et qu'on essaye de leur... De plus en plus, on va vers des ateliers de co-construction, on va vers ce que tu décrivais tout à l'heure, cette posture d'humilité en disant finalement, on est à l'écoute et comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc, c'est un premier élément pour moi, c'est vraiment cette confiance-là. Et nous, avec Digital Africa, à l'AFD, c'est ça c'est l'intuition, en fait, c'est de se dire il y a besoin d'une structure catalyse qui agisse un peu comme une marketplace, alors pas pour vendre des produits, mais bien pour faire le lien, en fait, et faire gagner du temps aux entrepreneurs pour pas qu'ils aient l'impression ils n'ont pas de temps, les entrepreneurs. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que nous, qui sommes là pour les accompagner dans leur croissance, on leur fasse gagner du temps, on les mette en connexion avec les bonnes personnes au bon moment, qu'on réponde à leurs questions très opérationnelles. Et donc, en fait, la deuxième approche qu'on a, nous, c'est ce qu'on a fait avec le SIBC, c'est de créer une communauté, en fait, et de se dire que nous, on ne peut pas tout faire et qu'en fait, finalement, la réponse, elle est souvent… Moi, j'aime beaucoup, dans un des ateliers, je terminerai là-dessus, dans un des ateliers du SIBC, un participant qui avait dit « c'est super de se rendre compte que les problèmes des uns sont les réponses des autres ». Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ce qu'il faut, je pense, c'est être facilitateur, quoi. Et c'est vrai que nous, à l'AFD, puisqu'on travaille avec les différents acteurs de l'écosystème, de mon point de vue, on a vraiment cette responsabilité-là, en fait, de permettre le dialogue, de faire communiquer les uns avec les autres, et c'est le sens de… Merci beaucoup, merci Isadora. Je vais tout de suite me tourner pour faire le lien que tu parlais justement
ce travail de décloisonnement entre les différents acteurs pour justement sortir un peu des silos. On a la chance d'avoir deux intervenants tunisiens sur ce panel. La question des Startup Act, rapidement, Rachid, est-ce que tu peux nous dire, parce que ça peut aussi être un sujet de travail, une piste de réflexion dans le cadre d'Emerging Mediterranean que l'on va creuser, que l'on va développer notamment lors des Mediterranean Digital Dialogue. Quel est un peu le bilan côté tunisien au niveau des Startup Act? Et est-ce que ce Startup Act a un impact sur toute la sphère de l'entrepreneuriat, un impact et de l'entrepreneuriat, je dirais, tourné vers la Tech for Good? Alors, je pense que le bilan est très favorable. Ça fait quoi, à peu près 2 ans. Il y a déjà énormément de startups labellisées. Je crois qu'il y en a entre 200 et 300 entre les labels et les pré-labels. Ça a été un exemple, en fait, déjà dans la démarche, dans la méthode de mise en route de ce Startup Act, qui vient quand même de l'écosystème d'une task force d'entrepreneurs notamment, mais pas que, aussi de structures d'accompagnement. Et déjà, rien que cela, on peut estimer que c'est quelque chose de très positif. Et puis aujourd'hui, il y a très régulièrement des cohortes de startups qui sont labellisées. Je crois que l'objectif était d'en avoir 1000 en 2024. On est déjà à 200-300. Je pense en tout cas, ça suit une bonne voie. Et je pense que ça permet effectivement, nous, on a beaucoup travaillé sur la loi de l'ESS, sur l'ESS en Tunisie, où on est finalement, on s'en rend bien compte, moins structuré que ne l'est aujourd'hui l'écosystème entrepreneurial dans la tech. Et pour moi, c'est d'une certaine manière un peu un exemple qu'on peut suivre, en tout cas dans la démarche, dans la manière de faire, pour permettre à des startups d'obtenir des labels, des certifications, des statuts qui sont plus favorables dans le contexte tunisien. Donc, je crois que ça inspire ce qui est en train de se dérouler. Je crois que ça permet, ça facilite aussi les entrepreneurs dans leur démarche de création et de développement. On a, nous, accompagné un certain nombre d'entrepreneurs qui sont labellisés, alors qu'on estime que finalement, ils font plus partie de la sphère de l'économie sociale et solidaire, mais ils profitent, ils bénéficient aussi de ce label Startup Act. Et demain, ils profiteront des avantages que la loi sur l'ESS procurera également. Ce n'est pas incompatible, au contraire. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, en tant que structure d'accompagnement, aujourd'hui, on considère que le Startup Act, même si on est peut-être un petit peu à côté en termes d'objectifs, de finalité, mais sert finalement tout l'écosystème entrepreneurial. Donc, c'est à mon sens très positif. Merci beaucoup, Rachid. On est en train de s'approcher de la fin de cette table ronde. Je crois, Julie, que tu as une dernière question à poser. Oui. Ça le rappelle où je pose la dernière question, comme tu préfères. Alors. On a le temps de poser une dernière question, puis après, voilà, tu fais le petit wrap-up et je ferai la conclusion. Très bien. Donc, on a Isadora, si on peut peut-être revenir vers toi pour une question un petit peu conclusive. On a beaucoup parlé de décloisonner, de mettre tout le monde un peu en synergie. Tu as beaucoup parlé de l'initiative Digital Africa. Finalement, quelle est selon toi la partition que chacun aurait à jouer, que ce soit encore une fois les corporates, les tech hubs, tous les gens qui sont présents sur ce plateau, les investisseurs. On a parlé des Startup Act. Quels sont les atouts finalement de chacun dans cette dynamique? C'est une question difficile. En plus, venant d'un bailleur, c'est toujours un peu difficile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais c'est une question piège.
Moi, je crois, j'en sais rien, je vais vous partager ce que je ressens sur le terrain et ce que je vois sur le terrain. Je crois qu'en fait, chacun est bien à sa place, en fait, et que chacun est très complémentaire. Il y a de plus en plus de… Je crois que nous, bailleurs, on essaye maintenant et on doit faire cet effort-là d'agilité, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaye de développer des fonds d'amorçage, qu'on essaye de travailler de plus en plus avec des gestionnaires de portefeuille pour les rendre un peu, on va dire, LP ou bailleurs compatibles. On essaye de… Donc, moi, comme ça, ce que je dirais, c'est que au cœur de la matrice, il y a les entrepreneurs qui, par hypothèse, sont créatifs, ont plein d'idées et savent assez bien ce dont ils ont besoin. Et que les acteurs de l'écosystème, ils sont très proches des entrepreneurs et que finalement, chacun dans son rôle et que en fait, c'est peut-être une vision d'ensemble en fait. Juste pour vous partager quelque chose, quand le SIBC est devenu un programme plutôt d'investment readiness, on avait donc, il est structuré avec à la fin un speed pitching où les entrepreneurs pitchent devant des investisseurs. Et en fait, on s'est rendu compte que, premièrement, on pensait que les investisseurs se connaissaient très bien entre eux. Et en fait, pas tant que ça. Donc, depuis, on a évolué vers un club d'investisseurs, à travailler beaucoup avec IEP, qui est de ce point de vue-là, avec GreenTech, pas beaucoup d'investisseurs finalement qui s'investissent autant sur l'accompagnement des écosystèmes aussi. Donc, on travaille beaucoup avec ces… Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait ce volet-là aussi à prendre en compte. Et puis, aussi, on s'est rendu compte que dans le speed pitching, finalement, il fallait l'ouvrir aux corporates, l'ouvrir aux banques aussi, parce que beaucoup d'entrepreneurs et la rencontre entre les entrepreneurs et les banques ne se fait pas. Alors que nous, bailleurs, on octroie des lignes de crédit et des garanties aux établissements bancaires pour les inciter à prêter aux entreprises. Et donc, en fait, pour moi, c'est un vrai effort de pédagogie, finalement, de lisibilité et d'être, en fait, de s'écouter, quoi, de construire une vraie confiance qui existe, en fait, je trouve, dans certains pays, écosystème par écosystème, mais qui finalement, il y a un effort, je pense, collectif de lisibilité, en fait, pour les entrepreneurs. C'est ce qui revient beaucoup sur les entrepreneurs qui nous disent, en fait, on voit plein de choses et on a besoin qu'on nous explique, en fait. On a besoin qu'on nous facilite et qu'on nous fasse gagner du temps. Donc, j'ai pas de… si quelqu'un d'autre veut partager sa recette magique, oui, je suis ravie de l'écouter. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est plutôt… Voilà, c'est un peu ça, comme ça, à la idée, d'où Digital Africa, en fait. C'est un peu cette idée. Oui, si effectivement, Marianne, si tu veux toi aussi partager ta vision, la recommandation que tu ferais de ton regard d'investisseur avec IEP. Oui, bien sûr. Bon, moi, je souscris complètement à ce que vient de rappeler Isadora. Les entrepreneurs, ils entendent parler beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives. Et on a tous, je crois, du côté des bailleurs, des investisseurs et des incubateurs aussi, d'ailleurs, une injonction peut-être à uniformiser bien notre message vers eux et à leur faire comprendre très précisément de quel outil est le plus pertinent en fonction de leur état d'avancement. Cela étant dit, moi j'ai la chance de travailler depuis 6 ans sur cette région. J'ai été au fil des années vraiment très impressionnée par la capacité d'entreprendre dans la tech ou pas que dans la tech d'ailleurs, des jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés et vraiment dans des contextes qui sont différents, mais parfois des contextes de conflits, des contextes aussi où les entrepreneurs sont largement en avance sur les pouvoirs publics. Et si je crois qu'on peut ajouter quelque chose, c'est que autant l'AFD en tant que bailleur que le LABES, par exemple, en tant qu'incubateur ou les entrepreneurs, où nous, on a un énorme travail de plaidoyer à faire dans ces pays-là pour faciliter le quotidien des entrepreneurs qu'on aide. Et je crois que c'est vraiment la raison d'être d'une structure comme IEP. Merci. Est-ce que, Hidayet, tu veux nous partager une recommandation pour encore plus encourager l'entrepreneuriat des jeunes méditerranéennes et comment mieux les accompagner? En fait, oui. Ma seule recommandation serait de arrêter d'avoir peur. Honnêtement, on est très chanceux en Tunisie d'avoir le Startup Act qui donne une vraie bouffée d'air aux entrepreneurs et un encouragement incroyable.
Et donc, on a tous les moyens. On a l'AFD et l'IEP avec nous. Donc, les CBC, c'est une expérience à ne jamais rater. Donc, il faut avoir le courage d'être entrepreneur. C'est une aventure, c'est vrai. Mais c'est une très belle aventure que je ne croirais pas possible de vivre la vie sans. Donc, il faut être courageux de devenir entrepreneur. On a tous les moyens, les programmes, ils sont là. Et donc, si on est… je pourrais dire aux entrepreneurs qui sont en train de rechercher des levées de fonds, ne cherchez pas seulement l'argent derrière un investisseur, mais c'est surtout les connexions, la possibilité d'extension et ce qu'ils ont de bénéfique par rapport à votre business avant autre chose, parce que l'argent, ça n'a jamais été la cause qu'une start-up ne réussit pas, mais c'est l'équipe et le projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dayet. Je vais donner la parole rapidement à Morcine. Morcine, est-ce que tu as une recommandation très rapidement avant la conclusion à faire justement sur tout ce que tu viens d'écouter et sur comment on peut encourager ces écosystèmes à être encore plus résilients? Alors, déjà, une recommandation par rapport aux femmes entrepreneurs. Sincèrement, moi, j'ai appris un peu l'entrepreneuriat de ma mère. Et donc, et la femme, généralement, elle a, surtout pour tout ce qui est social, pour tout ce qui est tech for good, elle a en fait les qualités qui sont nécessaires pour vraiment réussir ce type d'entrepreneuriat. Elle a la passion, elle a la patience, elle a la résilience, l'intelligence pour pouvoir réussir son entreprise. Et je crois qu'on a des compétences assez extraordinaires. Moi, j'ai été actif dans l'écosystème entrepreneurial depuis 2011, ici au Maroc. Et sincèrement, les compétences, les passions que je découvre à chaque fois et que je découvre toujours avec plaisir sont assez extraordinaires. Et c'est peut-être ce qui m'alimente pour continuer quelque part les aventures entrepreneuriales que j'essaie de faire. De l'autre côté, en fait, je voulais également évoquer le fait qu'en tant qu'entrepreneur, on est d'abord un être humain. Et un être humain, il a besoin effectivement de faire fructifier une entreprise, de gagner de l'argent, il a des besoins matériels, il a également des besoins intellectuels et spirituels. Et dans ce sens, je crois que la satisfaction qu'on tire quand on est entrepreneur pour le bien-être et pour l'intérêt social, c'est une satisfaction extraordinaire que peu d'entrepreneurs, même ceux qui sont aujourd'hui à la tête des hommes les plus riches du monde, n'arrivent pas à avoir. Moi, j'avais l'opportunité en 2015-2016 d'initier une entreprise. Alors, ce n'est pas une entreprise qui est réellement positionnée dans le Tech for Good, c'est une entreprise qui fait du digital marketing, mais en fait, l'idée, c'était un peu d'avoir une personne, n'importe qui, peut, avec son téléphone, exécuter des missions marketing pour les corporates. C'était un peu l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation justement des jeunes de partout au Maroc avec des corporates et leur permettre justement avoir ce processus d'empowerment pour ces jeunes. Alors, on a eu 17 000 personnes qui travaillaient sur des petites missions, alors des missions de vérification de prix dans des surfaces commerciales, des missions de visite ministère, et ainsi de suite. Alors 17 000 personnes, et je dois vous dire que c'était, chaque fois on voyait la carte, c'était des petites localités, c'était même des zones rurales, et à chaque fois, il y avait des jeunes qui nous envoyaient des messages pour nous dire « c'est la première fois que je me sens utile ». Pour moi, rien que ce message, c'est assez comblant pour tout l'effort qu'on fournit en tant qu'entrepreneur dans ces secteurs-là. Et justement, ce que je tiens à dire pour terminer, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous attendent. Ils nous attendent en tant qu'entrepreneurs, ils nous attendent en tant qu'investisseurs, ils nous attendent en tant qu'acteurs de l'écosystème. Ils sont là, qui ont des compétences, qui ont de l'intelligence, mais malheureusement qui n'ont pas eu nécessairement les conditions pour réussir. Et c'est ces jeunes-là, c'est à ceux-là qu'il faut penser pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour continuer l'aventure, pour avoir la résilience nécessaire pour pouvoir réussir. Merci beaucoup. Merci Morcine. Rachid, un petit mot de conclusion avant de passer la parole à Julia qui va nous faire un wrap-up. Merci Samir. Non mais
En conclusion, moi, je suis ravi d'avoir participé à ce panel, d'avoir entendu les différents points de vue, que ce soit de l'AFD et IEP, mais aussi Hidayat qui est effectivement en train de faire un beau parcours avec sa start-up. Et puis le point de vue marocain qui était aussi très pertinent. Moi, je suis ravi de savoir aussi que Scientia, à travers Latifa, est une des startups qui est en train d'être accompagnée dans le cadre du SIBC. Très content. 2 startups tunisiennes et ça me fait vraiment plaisir qu'elles puissent suivre le SIBC. Comme l'a dit Hidayat, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Qui permet vraiment de faire un bond dans la compréhension de son projet et de l'impact qu'il a et qu'il peut encore avoir. Donc, je suis ravi de cela. J'ai aussi envie de dire 2 mots sur Saphir, qui est un programme régional. On parle effectivement de beaucoup de dispositifs, de programmes, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marianne tout à l'heure en termes de lisibilité, et ce que disait Isadora également. Hein. On a, nous, ce devoir de donner, d'apporter plus de clarté sur tout ce qui est en train d'être proposé aux entrepreneurs, parce qu'on on les entend effectivement se plaindre et nous dire que on n'a pas de guichet unique, hein, donc finalement on doit aller toquer à beaucoup de portes pour comprendre beaucoup de choses, sans compter le travail qu'on a à faire sur notre propre projet. Donc on a effectivement ce travail à faire entre nous, de créer beaucoup plus de visibilité, de lisibilité. Et si je reviens sur Saphir, c'est un programme qui est aussi destiné aux jeunes de la région, qui va travailler sur 9 pays, du monde arabe, pour accompagner demain plus de 1000 jeunes à entreprendre dans le secteur culturel, secteur social, ou sur des questions environnementales. Et pour y arriver, on va appuyer avec un consortium d'acteurs comme l'Institut français, CFI, Pitchworthy au Liban ou la NND. On va accompagner, et l'AUF, j'oublie l'AUF, on va accompagner du coup des universités. On va accompagner des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et puis également des organisations de la société civile. Et l'objectif, c'est in fine effectivement de permettre à beaucoup de jeunes d'être accompagnés et puis d'être financés pour monter leur projet, mais c'est aussi de faire du lien entre les différentes sphères. Parce que là, on parle du monde académique, on va parler des structures qui accompagnent des entrepreneurs, on va parler aussi de la société civile, et c'est comment tous ces gens se rencontrent, se connectent et puissent permettre à des jeunes aussi de développer d'une autre manière, avec un autre regard, leur projet, et puis d'être beaucoup plus impliqués aussi dans leur environnement, mais sur différents sujets. Et c'est un beau projet que Marianne connaît bien également, et que nous, dont on est content d'être partenaire. Et le prochain appel à candidature va être lancé à partir du 7 décembre, justement pour les jeunes de la région. Donc, je lance cet appel aujourd'hui. Ça va être sur les réseaux un peu partout à partir du 7 décembre. Voilà. Merci Rachid. Eh bien, on arrive au terme de cette table ronde. Je vais laisser Julie en 3 minutes, si tu peux faire un petit wrap-up avant la conclusion. Et puis, je crois que la Factory va nous demander de faire un selfie de groupe pour le mot de la fin, sachant que ce n'est que le début. On va avoir 2 journées très intenses, demain et après-demain, pour ce bootcamp des 2 rives. Julie, si tu peux un peu nous résumer tout ce qui a été, résumer, wrap-up en 2 minutes, une synthèse à la Startup Bricks de tout ce qui a été dit durant cette table ronde. Thèse, antithèse, synthèse, bien sûr, Samir, en 3 minutes avec tout ce que vous avez dit. Ça va être un beau défi, mais sincèrement, merci à tous. On a vraiment appris énormément pendant cette plénière. C'était vraiment un souhait fort de notre part de commencer ce bootcamp avec une inspiration comme celle-ci. Merci à tous. Vraiment,
C'est vraiment ce qu'on a trouvé. On a parlé beaucoup des critères d'investissement qui nous ont été présentés par Isadora, par Marianne. Ces critères d'investissement pour l'impact, Rachid nous disait qu'il était important de passer ces critères dès le début de la création de la startup. Et ce que je trouve moi très intéressant, c'est ce que vous avez dit que finalement ces critères d'impact et cet impact, il est demandé par les startups elles-mêmes en fait. Il est demandé par les boîtes et on le voit de plus en plus dans notre société. Il est demandé par la société. Les gens demandent du sens et vous l'avez dit, Morcine, surtout en période de Covid, ça nous montre à quel point c'est d'autant plus important et qu'on mise tous finalement sur l'impact. On a parlé ensuite de ce qui se fait concrètement déjà aujourd'hui, ce qui est en place. On a parlé des très nombreux programmes de l'AFD, de l'initiative Digital Africa, d'Afrique créative qui est portée par l'IEP. Rachid vous a détaillé ces cycles d'accompagnement très poussés, très sur mesure par l'ABES. On a vu le très haut succès d'Hidayet, qui est vraiment une jolie réussite du programme SIBC, de l'écosystème tunisien qui est en pleine levée de fonds. On a vu beaucoup de propositions de chacun. Mossim nous a détaillé aussi comment lui, au quotidien dans ces sociétés, dans l'agritech, il était à l'écoute des agriculteurs et que c'était pour lui une valeur importante. Et je pense qu'au final, quand on s'est penché après sur les solutions, quand on vous a tous demandé quelles étaient vos inspirations, quelles étaient votre secret sauce, même si Rachid m'a dit qu'il n'y en avait pas vraiment, mais pour démultiplier cet impact un peu partout en Méditerranée, ce que je trouve très intéressant, c'est ce qui est ressorti beaucoup, c'est des valeurs. Vous nous avez beaucoup parlé de valeurs qui sont peut-être finalement les valeurs de la Tech for Good, ce qu'on essaie de définir aussi au travers de ce panel initial. Vous nous avez dit qu'il fallait avancer en équipe, qu'il fallait décloisonner les écosystèmes. Mossim nous a conseillé. Aussi l'humilité, la capacité d'écoute. Vous avez tous beaucoup parlé de créer des synergies, d'essayer de faire se rencontrer les gens. Rachid, vous avez parlé vraiment de mettre les gens en réseau, que c'était très important pour les startups. Isadora de créer des synergies. Et donc, finalement, à nouveau, Isadora, tu le disais, les entrepreneurs restent au cœur de la matrice. Et ce qu'on retient, c'est ces valeurs que vous nous avez recommandées de pédagogie, d'humilité, d'écoute. Hidayet a dit ne plus avoir peur. Vous avez parlé de vous sentir utile. Vous avez parlé de passion. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est un petit peu ce qui résume la Tech for Good. Et c'est ce qu'on va essayer de démultiplier pendant ces 3 jours pour faire avancer le programme. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci. Donc, merci à vous tous. On a vraiment hâte de rentrer dans le vif avec le mentoring et l'accélération. Donc, tout ce qui a été dit durant cette table ronde, bien sûr, on va nous le reprendre, le retravailler. Ça va faire partie du livre blanc. Et comme je disais, c'était un peu la petite note de cadrage de ce qui va suivre ensuite pendant les 48 heures, mais aussi à Marseille, le 14 décembre. On va d'ailleurs en direct du Stade Vélodrome. C'est l'Olympique de Marseille qui nous accueille. Donc, ça va être un temps fort, même si ça va être digitalisé, mais on va avoir une petite partie d'hybridation en direct de l'Olympique de Marseille. Ce sera à Marseille le 14 décembre. Et je voulais vraiment remercier une nouvelle fois tous nos panélistes. Et je voulais commencer par remercier Marianne, qui, je crois, est en train de partir. Et avant qu'elle nous quitte, je voulais dire merci pour son témoignage. Merci Isadora Bigourdan, chargée d'affaires senior de l'Agence de développement. Merci Rachid Abidi, directeur du LABES, laboratoire de l'économie sociale et solidaire de Tunis. Merci Hidayet El Ayadi, si tu es encore avec nous. Ton témoignage nous a fait vraiment plaisir, poignant, qui est vraiment un témoignage du terrain. Et enfin, merci cher Morcine Lagdissi qui a pu témoigner en présentiel depuis Casablanca.